Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur méthode Silva, toujours avec Damien Pasco. Salut. Salut, Pank. On est toujours sur quoi, on finit le cours avancé de 72. Là, on est en train de revoir les différents thèmes sur lesquels il conclut la formation. Donc, on était revenu sur les pouvoirs de l'esprit qui impactent potentiellement les problématiques physiques et psycho. Je vous rappelle un des points clés de la méthode, ou en tout cas de l'esprit, l'état d'esprit de José, c'était de dire, quand vous utilisez la méthode, l'objectif est de gérer des problèmes. C'est pas de vous amuser. Lui, il s'amuse pas, d'accord? La vie n'est pas une pause café. Je pense que cette phrase-là, on sent que moi, maintenant, je le sors tout le temps. La vie n'est pas une pause café. Dixit, José. Je l'ai connu vraiment. On était en train de préparer un repas et tout ça. Non, d'abord le travail, après on s'amuse. Okay? Et il était vraiment très, très dur sur cela. Mais non, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas la permission de s'amuser. Mais d'abord, on termine le travail. Et c'est bon. La vie n'est pas une pause café. On va prendre une pause café. C'est juste que la vie n'est pas que la pause café. Oui, effectivement. Donc, la prise de conscience comme catalyseur du changement. Une anecdote centrale est celle d'un fermier qui, après avoir été laissé à 12 miles de ses cigarettes, a une révélation sur l'absurdité de sa dépendance. Cette prise de conscience, soudaine et profonde, de la nature sinistre et folle de son habitude, lui a permis d'arrêter de fumer sur le champ. Donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant. La plupart du temps, on est dans l'accompagnement. Un des points peut-être clés, et je pense que l'hypnose joue énormément là-dessus, c'est le reframing, c'est-à-dire le recadrage. Quelqu'un qui arrive à se recadrer ou, au travers d'une session, à vivre un recadrage, à se dire, mais attends, moi, je voyais ça comme il me faut absolument ma cigarette. Et puis, pour une raison quelconque, d'un coup, on se dit, mais c'est absurde, mais c'est pas juste mental. Ça se veut aussi physique, émotionnel, intellectuel. C'est sur tous les plans. Et là, ça devient quelque chose qui prend forme. C'est-à-dire que faire un recadrage cognitif, c'est facile. Les gens vont dire, bah oui, je sais très bien que fumer, c'est absurde, je me fais du mal, je vois pas pourquoi j'aurais à me faire du mal, j'ai pas envie de me faire du mal, je vais arrêter. Sauf que, souvent, on sent que le corps, on sent que l'émotion, on sent que c'est pas habité. Le mental a capté, mais ça ne s'est pas encore intégré dans les différentes facettes de soi. Et donc, du coup, bah, on a recadré, la personne, elle fait, ah ouais, non, mais effectivement, là, il faut que j'arrête, mais il n'y a pas l'étincelle qui va faire que. Là, sur l'exemple que tu donnes, on sent que la personne, d'un coup, elle se dit, quoi, ça va sur quelque chose de plus profond. Le recadrage qu'il vit, la prise de conscience, alors chacun va le capter de façon différente, l'amène à faire que, à ce moment-là, en lui, il y a une croyance nouvelle qui peut s'éveiller. Or, on sait à quel point la croyance est forte. Et vu que elle va prendre toute l'attention et toute l'énergie, la croyance précédente, avant ce recadrage-là, qui prenait de l'émotion, du cognitif, du spirituel, du tout ce que vous voulez, va plus être nourrie et du coup, bah, va commencer à laisser place à cette nouvelle croyance, à cette nouvelle, à ces nouveaux comportements et à cette nouvelle cognition, pour petit à petit bah, se développer tellement pour que, à un moment donné, le réseau même neuronal fasse que la réponse n'aille plus vers la cigarette, mais vers une alternative créée par cette nouvelle croyance. Et ça, c'est vraiment cool. Là, leur cadrage est cool pour ça. Ouais, Ellie. OK. Pank, j'aimerais partager quelque chose que j'ai lu cette semaine, une expérience qui justement est très associée à ça. L'idée que si on peut recadrer son image de soi-même, et il y a des changements physiques, mais vraiment des changements physiques. Et c'était une expérience qui était faite sur un groupe de gens d'un certain âge qui avaient déjà fait plein de tests, justement. Tu sais qu'on peut prendre des tests et on va dire physiquement, tu es 10 ans plus jeune que 10 ans plus
plus âgés, etc. Donc, ils ont fait ça. Et ils n'ont pas simplement dit, maintenant, il faut que tu penses, tu es jeune. Ils ont reconstruit, en fait, des maisons des années, je ne sais plus, 80 par exemple, la musique, les émissions de télévision, les gens habitaient carrément dans un cadre qui les ont rappelés quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Et puis, je ne sais plus combien de temps ils ont passé comme ça, mais à la fin de l'expérience, ils ont fait les tests médicaux de nouveau. Et là, effectivement, ils ont carrément rajeuni biologiquement par jusqu'à 10 ans. C'était assez impressionnant parce qu'on a pu mesurer la différence. Je peux Ouais, t'envoyer le mail si je le retrouve. avec plaisir. Tu as entendu parler de cette expérience? Non, j'ai jamais entendu celle-ci. Non, Ok. c'est intéressant. Je trouve que la notion là, que tu viens de mettre en avant par rapport à la temporalité, elle est importante. Beaucoup de personnes prennent de l'âge parce qu'à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils ne sont plus dans le temps. En gros, ils sont plus dans le cadre du temps Mhm. actuel. En général, de par notre éducation, on a appris un ensemble de codes qui étaient issus d'une période de temps et on a commencé à vivre, à se développer dans ce cadre-là. Donc, on a un cadre qui, jusqu'à peu près l'âge adulte, est à peu près le même. Et puis, et c'est là où ça devient complexe, c'est que, bien sûr, les générations se renouvelant, la vie avançant, on a l'impression que le cadre dans lequel on a été éduqué, valeurs, croyances, comportements sociaux, il change. Il y a des nouvelles manières de parler, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles façons de percevoir la vie, que ce soit idéologique, spirituel, politique. Et du coup, le cadre dans lequel on est, eh ben, il est plus adapté au cadre dans lequel le monde est à un moment donné. Et cette séparation, cette dissonance qu'il y a chez beaucoup de personnes, c'est d'entendre de je suis plus adapté à ce monde-là. Je m'y retrouve pas. C'est pas mes valeurs. Moi, j'étais pas comme ça. J'ai pas grandi avec ça. Or, tout ça, ça ramène quand même à un enfermement et un stress, si on reste juste très Silva, qui amène des personnes à se sentir hors présent. Ils se trouvent trop vieux, plus adaptés. Et mine de rien, cette sensation de se dire non mais je suis plus fait pour ça ou je suis trop vieux pour ce monde-là, Yeah. bien sûr que ça va impacter collectivement. On a l'impression que on ne fait plus partie du cadre. Et du coup, bah, nous, on reste dans un cadre, mais à la place d'avoir réussi à adapter notre cadre, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que tu me dis, c'est hyper intéressant parce que ça voudrait dire qu'on pourrait, en ramenant les personnes dans des valeurs, des croyances et des fonctionnements qui ont été ceux qui les ont construits et structurés, on pourrait ramener un apaisement psycho-émotionnel, diminution du stress, retrouver un ensemble d'éléments qui leur parlent, parce que du coup, ils n'ont pas à s'adapter et utiliser de l'énergie pour essayer de comprendre une nouvelle ère. Ils retrouveraient dans quelque chose qui ressemble à ce qui était en plus associé à du confort, associé à quelque chose de peut-être d'agréable, de bon, etc., du passé. Et donc, bah, ça ne m'étonne pas que cognitivement, il puisse y avoir un impact. Et physiquement, mais ça serait parce que le stress potentiellement pourrait diminuer. Puis c'est intéressant comme concept. Oui, oui. La valeur essentielle, c'était pas tellement que et ils ont allé chercher le passé parce qu'ils étaient plus confortables, mais qu'ils évitaient de dire aujourd'hui, ah, je vieillis, c'est parce que je suis vieux, que je ne peux plus me rappeler de ceci, j'ai plus la force de faire ça. Donc, ils ont commencé à s'identifier avec la vieillesse. Bien sûr. Et effectivement, une fois qu'ils se sont reconstruits leur image, mais si, je me rappelle, oui, j'ai senti, ils ont reconnecté avec leur énergie de jeunesse et ça a littéralement changé leur corps physique. C'est impressionnant, hein? C'est marrant. Ouais, bah, avec plaisir si tu peux m'envoyer l'étude, je trouve ça assez rigolo. Ouais. Si tu, citation clé, juste là, il a décidé, c'est la chose la plus sinistre, la plus folle qui soit. Donc là, c'est le fermier. Hein. Je ne fumerai plus jamais. Il a dû arriver à ce genre de compréhension de ce que la cigarette faisait pour lui. Ok. Bon, là c'est le genre de recadrage de base, mais si on dit ça à quelqu'un, si c'est pas vécu en interne, c'est pas effectif. On le sait suffisamment parfois en hypnose, où la personne, pourtant, elle est dans un état qui est assez ouvert, mais on n'a pas encore correctement
perçu ce qui était l'élément motivationnel qui fait qu'il fumait, on n'a pas capté certains éléments. Donc, lui dire, la personne, elle comprend très bien que c'est absurde, c'est stupide, elle a envie d'arrêter, elle bousille sa santé et tout. Oui, mais s'il lui fallait que ça et 3 suggestions, ça serait. Il y a quelque chose qui doit être compris, un cadrage qui doit revenir d'eux, qui va vraiment être impactant. Et on voit vraiment ce moment où la personne fait, ouais, non, là, je sais que je suis capable en plus d'arrêter. Il y a un truc de j'ai essayé 20 fois, mais là, ce coup-ci, c'est bon. Je sais que je vais y arriver. Ça, c'est très, très intéressant. La régression autodirigée pour surmonter les traumas. Donc, la technique des régressions est décrite pour accéder et traiter des souvenirs, y compris des expériences traumatisantes. Commencez par, il reprend le process, hein. Commencez par un souvenir vif et récent, exemple à 15 ans si on en a 30. Revivre l'expérience en détail pour la rendre aussi vivante que possible. Remonter progressivement dans le temps, par étapes, 10 ans, 5 ans, etc. L'objectif est d'atteindre le point de naissance et pouvoir relater les événements avec précision. Si un souvenir est inconfortable, il est conseillé de l'approcher progressivement. L'individu doit s'exposer au souvenir autant qu'il peut le supporter. À chaque tentative, il se rapproche du cœur de l'événement traumatique. Finalement, en entrant pleinement dans le souvenir, l'énergie assignée à cette situation traumatique est dissipée. Ce processus est comparé au traitement des phobies, peur des hauteurs, au niveau alpha, où l'on se projette en train de vivre l'expérience de manière positive. Principe de base, on l'avait déjà vu sur la bande audio précédente. C'est pour ça que je vous dis là, c'est surtout des rappels et la conclusion du séminaire. Application des capacités psychiques dans le domaine médical. Donc, on voit qu'à cette période-là, hein, José voulait vraiment que la méthode puisse aider et soutenir les médecins. Et il est revenu énormément dessus pendant le travail. Est-ce que tu as écho aujourd'hui, si Sylvain International tente d'avoir des liens avec des hôpitaux ou autres, ou tu sens que c'est quelque chose qui est complètement qui est plus recherché par la méthode? Non, la centrale, Sylvain International, ils ne font plus les recherches. Ouais, donc s'ils ne font plus les recherches, il n'y a plus du tout d'intégrer ça. Et c'est là où on voit la grosse différence, ce qui est normal, hein. Il y a plusieurs décennies qui sont passées, mais on voit vraiment que José, à l'époque, voyait dans son système quelque chose qui pouvait aider de façon générale l'humanité, en tout cas les personnes qui sont dans l'aide à la personne. Et pour lui, aller toucher les médecins et les professionnels de santé était un plus non négligeable, qui aujourd'hui, on sait que c'est très séparé, hein. Médecine, c'est médecine, et ce qui n'est pas médecine n'est pas médecine. Voilà, et ne sera jamais associé avec la médecine. Une partie significative de ce que propose José est consacrée à l'utilisation des techniques mentales dans un contexte de santé, en insistant sur la distinction terminologique et les défis institutionnels. Et c'est amusant parce qu'on sent que vraiment à l'époque, ils se battaient pour ça et ils rappelaient constamment attention, on n'est pas en train de soigner, attention, on n'est pas en train de donner un diagnostic, etc., etc. Donc on revient à nouveau à détection, diagnostic. Une règle fondamentale est établie pour éviter les conflits juridiques et professionnels avec le corps médical, la détection. Les praticiens de ces techniques, Silva, détectent les zones problématiques, les systèmes ou organes ou glandes défaillantes. Le diagnostic, le terme diagnostic est strictement réservé à la profession médicale et ne doit jamais être utilisé. Prescription, de même. La prescription est illégale pour toute personne non titulaire d'une licence médicale. L'exemple d'Edgar Cayce, qui a eu des ennuis pour avoir prescrit, est cité comme un précédent à éviter. Utilisation pour les professionnels de santé. Plus de 500 médecins seraient diplômés de ces cours et appliqueraient leurs compétences dans leur pratique. Donc ça, bon, aujourd'hui, on ne peut pas trop vraiment ça. Je ne savais pas que Edgar Cayce a eu des problèmes comme ça. Mais c'est Ouais. vrai, il faisait des prescriptions souvent. D'accord, ok, bien. C'est bien de savoir. C'est pour ça qu'on se rend compte que la sémantique est là pour revenir sur
l'importance que porte la NGH, donc National Guild of Oui, Hypnotists. oui, aussi. Dire, gars, n'oubliez pas, nous, on ne fait pas de médical, n'utilisez pas des mots médicaux, n'utilisez pas phobie, n'utilisez pas des mots qui pourraient amener à court, moyen, long terme des problèmes si quelqu'un du staff médical estime que vous êtes en train de faire un diagnostic ou vous permettre de dire des choses qui n'est pas dans votre cadre d'hypnothérapeute. Processus d'un médecin psychique. Face à un problème de santé, le médecin peut psychiquement identifier plusieurs causes possibles. Il sélectionne ensuite psychiquement la cause correcte parmi les possibilités. De même, il identifie plusieurs médicaments potentiels. Il sélectionne psychiquement le médicament le plus approprié. N'oubliez pas, c'est une option supplémentaire par rapport à l'ensemble des éléments scientifiques que va prendre le médecin. L'idée n'est pas du tout de substituer à la science par l'intuition. Je répète, parce qu'on ne sait jamais. Anecdote du médecin de Mexico. Un médecin a été appelé pour une urgence. Avant de s'y rendre, il a psychiquement scanné le patient et découvert une infection du foie vieille d'1 mois, aggravée par une mauvaise médication. En arrivant, il a travaillé psychiquement sur le patient et la douleur a cessé en 5 minutes. Il a ensuite prescrit le bon médicament et le patient a été guéri en moins de 24 heures. Fait notable. Le médecin a plus tard admis qu'il corrigeait désormais psychiquement 90% du problème et laissait 10% pour au moins recevoir un appel afin de ne pas nuire à ses revenus. Okay. Étude de cas, le cancer et la résistance institutionnelle. Une histoire tragique est relatée pour illustrer le potentiel de ces techniques et l'inertie du système médical. Le cas, un enfant atteint d'un cancer du système digestif déclaré sans espoir après 3 opérations, continuant à recevoir des traitements par radiothérapie. Détection psychique. Une équipe de psychiques, incluant un médecin, a scanné l'enfant et a conclu qu'il n'y avait plus de cancer. Le conflit. Les médecins traitants ont ignoré ce rapport et ont poursuivi la radiothérapie. Résultat, l'enfant est décédé. L'autopsie a révélé qu'il n'avait plus de cancer et que la cause du décès était une surdose de traitement de radiation qui avait pu endommager les reins. Conséquence, cet événement a incité le père de l'enfant, un chirurgien et un radiologue, à suivre les cours. Le radiologue a ensuite convaincu plus de 50 autres médecins à se former. Tu as déjà entendu parler de cette histoire-là? Non, c'est nouveau pour moi. Ouais, intéressant. Hein? Et il vient juste dire, nous ne sommes pas des médecins, il faut écouter ce que les médecins disent, et puis tout de suite, il donne un cas où les médecins se sont trompés. En fait. Ouais, intéressant. Ouais. Là encore, c'est pas la critique de la médecine qui est faite par la méthode Silva, c'est plus, je pense, dans l'esprit de José, c'était de dire, lui, il voulait un complément. En fait, son idée, à aucun moment, il veut substituer quoi que ce soit. En tout cas, il est trop dans la notion de trouver des solutions était son élément clé. Donc, que ce soit par quelqu'un qui est clairvoyant, par quelqu'un qui est médecin ou truc, tant que la personne, elle, est guérie, lui, ça lui convenait. Et je pense que son idée, c'est pour ça que je te demandais si aujourd'hui Silva International était encore dans cette volonté d'avoir un lien avec la médecine. Je pense, n'oubliez pas, hein, c'est un truc des années 70. Il avait, lui, cette intention à se dire, mais peut-être qu'avec ça, on pourrait améliorer les soins, on pourrait éviter certaines erreurs, on pourrait peut-être permettre à des personnes d'être guéries plus facilement, diagnostiquer, là j'utilise volontairement le mot diagnostiquer, les médecins pourraient diagnostiquer avec peut-être plus de justesse certains trucs, etc. D'où le fait, je pense qu'ils disent, bah voilà, il y a des choses qui auraient pu être évitées, peut-être avec cette confirmation qui est complexe, parce qu'on sait bien que j'ai l'intuition d'eux ou je ressens que les gens vont vous dire oui, mais c'est pas très scientifique ton truc, hein, je le sens pas. Ouais, c'est compliqué. Peur de l'AMA. L'AMA étant l'American Medical Association. Lorsque le groupe de médecins formé a envisagé de faire une démonstration à l'AMA, les autres les ont avertis de ne pas le faire, craignant que l'AMA n'établisse une règle interdisant aux médecins de suivre ces cours sous peine de perdre leur licence. Ça, c'est totalement possible, hein. Sachant que l'AMA refuse clairement que les médecins aillent se former dans certains groupes. Pareil dans l'APA, je crois, Association de psychothérapie américaine, là, qui refuse, si tu es membre de ces écoles-là, de ces fédérations-là,
tu peux pas donner, par exemple, de cours à des lay hypnotistes, tu vois. Tu es hypnotiste de l'APA, et ben, tu as interdiction de donner cours à des personnes qui ne sont pas psychothérapeutes ou psychologues. Mm. Et les US là-dessus sont très, 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 très fermes. Le cadre théorique des dimensions de conscience. José développe un modèle cosmologique et métaphysique complexe pour expliquer le fonctionnement de la conscience et les capacités psychiques, dimension, polarité et niveau de conscience. L'univers est présenté comme étant composé de multiples dimensions, notamment physiques et spirituelles, qui fonctionnent avec des polarités inversées. En passant d'une dimension à l'autre, la polarité et la phase sont décalées de 180 degrés. Ce qui est à gauche devient à droite, ce qui est en haut devient en bas. Ça, t'avais déjà entendu parler de ça avec José? Mais c'est un peu qu'il a utilisé avec cette histoire de où on situe mentalement le passé et le futur. Et justement, oui, il disait que le futur était à gauche et qu'il semble être en contradiction complète avec PNL. Mais là, justement, c'est partiellement parce qu'il dit que les polarités sont inversées. Alors, franchement, je n'entre pas dedans dans les séminaires. C'est trop. Et je trouve en fait que l'explication qu'a donnée Mary-Lou Sivey, c'était super parce qu'elle, elle a fait méthode Silva, elle était instructrice Silva et aussi instructrice PNL. Et elle disait en fait que c'était génial qu'on visualise le miroir du futur vers la gauche parce qu'on le mettait dans le même endroit mental où normalement on visualise le passé, ce qui veut dire c'est comme si déjà accompli. Et on avait l'impression, et c'est ce qu'on dit toujours, visualise comme si c'est déjà accompli. Donc là, tu l'assistes en mettant là au lieu de dire un de ces jours dans le futur. OK, donc ce n'était pas l'explication que José a donnée, mais je crois que c'est plus facile pour les gens aujourd'hui, surtout qui ont fait PNL, vont comprendre. Plutôt que dire la polarité s'inverse à une autre dimension. Et là, j'ai jamais vu ça ailleurs, franchement. Et c'est difficile à expliquer aux gens comme un nouveau concept, quoi. Ouais, puis on voit, hein, c'est quand même des concepts qu'il n'a pas surdéveloppés a posteriori. Hein. L'objectif du développement est de fonctionner consciemment dans la dimension spirituelle, niveau alpha, pour intégrer le monde physique jusqu'à ce que les deux soient maîtrisés comme une seule entité, l'intelligence humaine. Et il postule qu'il faut 7 dimensions distinctes, chacun contribuant à une part d'elle-même pour produire une intelligence humaine pure. De la même manière que 7 fréquences de lumière, ça il était souvent revenu dessus, sont nécessaires pour créer la lumière blanche. Force biologique versus force psychique. Une relation orthogonale est proposée entre la force biologique physique et la force psychique spirituelle. La force psychique est comparée au champ magnétique géré à angle droit par un courant électrique. Le spirituel est en avance. Il est affirmé que le monde spirituel est toujours en avance sur le monde physique. Ça, c'est un grand classique. Hein. Tout ce qui se passe commence d'abord dans le monde psychique, spirituel. C'est très, très classique, on va dire, dans les cheminements de dev perso sur toute cette période-là. Oui, ça fait la matrice divine, par exemple. Ouais, c'est dans le monde spirituel et après, ça se manifeste dans le physique, oui. C'est pour ça que d'ailleurs, les gens disent, commencez d'abord à créer votre monde à l'intérieur de vous, interne, mental, spirituel, et après, faites-la devenir dans le concret, le réel, le physique. Tout doit d'abord être planifié dans le monde spirituel, puis exécuté dans un monde physique, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Modèle de l'évolution cérébrale et la nature du temps, le développement du cerveau et la perception du temps sont expliqués par analogie, le train de la vie donc. L'évolution du cerveau est comparée à un train en mouvement, constant vers l'avenir. Les premières années de vie, delta, theta, sont des wagons de tête. Le présent est le wagon de queue. Accéder au passé, pour accéder à un souvenir, on doit mentalement quitter le wagon de queue, le présent, et se déplacer vers l'avant jusqu'au wagon correspondant. Paradoxe temporel, puisque le train entier se déplace vers l'avant, en se déplaçant mentalement vers un wagon du passé,
on se déplace en fait dans la direction future. On revient sur cette notion-là. On ne va pas insister dessus. S'il te plaît. Tu la connaissais, son analogie du train? On n'insiste pas sur cette analogie-là. Hein. Enfin, on va revenir une dernière fois sur les conseillers. Donc, le concept central est celui des conseillers des entités mentales créées pour assister l'individu au niveau psychique. Les conseillers n'ont pas été conçus de manière abstraite, mais elles ont été créées pour résoudre des problèmes concrets. On revient sur cette notion-là. Conseiller masculin, une jeune fille travaillant sur le cas d'une femme dans un hôpital psychiatrique est devenue terrifiée par l'image de cette femme, venant vers elle avec de grands yeux pour la rassurer et lui permettre de continuer. Un conseiller masculin a été créé pour être son protecteur permanent, la rendant toute puissante. Conseiller féminin, la même fille est confrontée à un cas impliquant les organes génitaux féminins, était trop timide pour en discuter avec son conseiller masculin. Pour résoudre le tout blocage, un conseiller féminin a été introduit permettant de traiter le sujet sensible. Les dossiers, les files, un prêtre mal à l'aise avec le concept de conseiller qui assimilait au spiritisme, c'est pour ça que tout à l'heure, Lim a repris avec la notion d'entité, a nécessité une alternative. Les dossiers mentaux ont été créés contenant toutes les informations sur un individu permettant un accès direct sans intermédiaire de conseiller. Ça, c'est ce qu'on avait vu il y a quelques sessions qu'on avait trouvé très intéressant avec lui. La nature fondamentale des conseillers est qu'ils sont la création de l'esprit de l'utilisateur, leur pouvoir et la protection et la projection de la croyance dans l'individu. Une personne peut avoir une copie mentale d'Einstein comme conseiller, et cette copie peut fournir des informations de génie, tandis que le véritable Einstein est ailleurs. Plusieurs personnes peuvent avoir une copie du même boucher du coin qui agira comme un génie pour chacune d'elles en fonction des croyances, pendant que le vrai boucher continue à couper sa viande, ce qui est complètement logique. Et puis après, là, on est juste sur la notion, voilà. Distinction entre visualisation et sensation. Une distinction importante est faite entre le mode perception psychique, visualisation, essentielle pour la programmation et l'influence, sensation et impression, suffisante pour la détection. C'est intéressant cette nuance-là. Visualisation, on peut programmer. Sensation, c'est le feedback qu'on va avoir. Donc, ça nous permet de détecter les choses, de ressentir des choses. Un problème pour le détecter, l'esprit au niveau alpha est naturellement attiré par la normale. Un organe malade, par exemple, rayonne le plus de chaleur infrarouge en raison de circulation sanguine. Développement progressif des capacités psychiques, enfin, il conclut là-dessus. Le chemin d'évolution est suggéré pour développer les compétences de manière structurée. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, plus vous allez utiliser, mieux vous allez être. Le sensitif ressent des informations par exemple, il ressent une douleur dans sa propre école pour détecter une douleur dans l'épaule. C'est considéré comme un point de départ le plus précis. Puis après, il y a la notion de voyant, voit ses propres pensées projetées sur l'écran mental. Puis le clairvoyant voit les pensées des autres ainsi que les siennes. L'approche recommandée est de maîtriser chaque étape avant de passer à la suivante, en commençant par la sensitivité. Et ça s'arrête là. Voilà pour... C'est la fin du cours. C'est la fin du cours. Ah, et il fait une conclusion et il arrête presque mes phrases. Là. Il arrête de façon un peu abrupte sur la fin. Ouais, en gros, il dit... un peu comme tout le monde. Après, il finit en fait sur un truc sur les auras. Ok. Il dit tout le monde est capable de lire des auras et comprendre au fur et à mesure ce que les couleurs peuvent dire. Mais tu vois, ça se finit. Oh, you have a liver problem. Et après, this recording is copyright. Voilà. Ça s'est arrêté. Okay. Mais c'est vrai que dans le cours de 10 jours, le Ultimate, nous avons passé du temps à voir les auras. Ouais. Mais jamais en dehors de là. Ce n'est pas dans un autre cours du tout. C'était juste un peu, justement, les recherches supplémentaires qu'il avait fait, qui pourraient nous intéresser. Voilà. Eh ben, on s'arrête sur ce sujet-là. Donc, pour l'instant, on commencera un nouveau sujet dès la semaine prochaine.
Si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas, partagez-les sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Merci. Ciao, ciao. Merci, Lee.